l'an de grâce 2010, un jeune développeur s'installe à Paris, fraîchement sorti de ses études. Lassé par la verbosité de Java 6 et peu intéressé à l'idée de coder des logiciels de gestion pour des groupes du CAC 40, il est ému de voir que de nombreuses startups se développent aux quatre coins de la capitale. Alors il décide de rejoindre deux cofondateurs pour changer le monde, évidemment, en développant un réseau social musical qui s'appelle OpenWide. Passionné et ambitieux, il est fier d'impressionner ses collègues en codant plus vite que son ombre. Prototyper des features vite fait, corriger des bugs en production, rien ne lui fait peur. Mais 5 ans plus tard, vu que la startup peine un peu à trouver son marché, il décide de quitter l'aventure. Et c'est là que vous intervenez. Vous allez récupérer son code, et vous allez devoir ajouter une fonctionnalité, évidemment le plus vite possible, parce que ça reste une startup, mais sans casser la prod. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Joly, je suis développeur et tech lead chez Shodo, qui est une jeune ESN Craft qui aime la transparence. Je suis aussi développeur et mainteneur d'un site qui s'appelle OpenWide, que vous allez voir de près aujourd'hui. Et comme vous l'aurez peut-être compris, l'histoire que je viens de raconter, c'est la mienne. Je suis la personne coupable d'avoir écrit ce code qu'on va disséquer aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Alors avant de commencer, il faut décrire quelques termes. D'abord, le legacy code, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien cette définition qui dit que le legacy code, c'est du code qui a de la valeur, donc qui apporte de la valeur à des gens, mais qui vous fait peur quand il faut le changer. Alors ici, le code qu'on va voir, c'est du legacy code. Un des symptômes, c'est qu'il est plein de ce qu'on appelle des code smells, ou des mauvaises odeurs. Les code smells, c'est quoi? C'est des indications qui sont visibles de manière assez évidente dans le code, mais qui en réalité reflètent des problèmes plus profonds dans ce code. Je vous donne quelques exemples. Quand vous avez des noms de fonctions, de variables qui sont assez mystérieux, quand vous avez de la duplication de code, des fonctions qui sont très complexes, avec beaucoup d'imbrication de blocs, voire même que vous faites des modifications des paramètres de fonction au sein de la fonction, tout ça, ce sont des code smells. Alors peut-être un autre terme associé, c'est ce qu'on appelle la dette technique. Et la dette technique, c'est décrit par Michael Feathers comme l'effort de refactoring qui est nécessaire pour ajouter des fonctionnalités de manière non invasive. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et on va voir que ce n'est pas évident en l'état. Le refactoring, enfin, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà rééquilibré des équations, peut-être au lycée, en changeant les termes de côté. Ben, ça ressemble un petit peu à ça, le refactoring. C'est en gros, vous changez la structure d'un code sans changer son comportement. C'est-à-dire que l'équation, elle aura exactement le même sens, quel que soit le changement que vous aurez fait. Et aujourd'hui, pendant ce talk, c'est ce qu'on va faire ensemble. Nous allons refactorer du code. Donc, je vous remets dans les shoes de votre rôle. Vous venez de rejoindre cette startup et on vous demande d'implémenter une user story. Cette user story, elle dit, en tant que visiteur d'un profil OpenWide, je veux pouvoir ouvrir la page suivante d'un profil dans un onglet séparé. Alors vous vous dites, c'est une application web, ouvrir dans un onglet séparé, ça devrait être assez facile. Vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Voici un profil OpenWide. Vous voyez, c'est comme un réseau social. Vous avez un ensemble de posts ici. C'est ce qu'on appelle des tracks, donc des morceaux de musique. Et vous voyez qu'en bas, on a un bouton Load More qui permet de charger la page suivante. Jusque-là, ce que vous constatez, c'est que la page suivante, elle s'affiche dans le reste de la page, donc ça a été chargé dynamiquement. Maintenant, essayons de faire la même dans un nouvel onglet. Donc je redescends, un petit clic droit. Ah, il n'y a pas à ouvrir dans un nouvel onglet. Ça commence à être embêtant. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Alors, allons voir de plus près ce qui se passe. Si j'inspecte ce bouton Load More, je me rends compte qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un lien, il s'agit d'un div qui est associé, attendez, je vais zoomer un petit peu, qui est associé à du code JavaScript, une fonction qui s'appelle LoadMore, une fonction globale. Bon, j'ai pas trop envie d'aller fouiller, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir l'onglet Réseau et voir qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce bouton. Alors ici, on observe que on retrouve le nom du profil, Adrien. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet pour voir qu'est-ce que contient cette page. Ah, donc là, on n'a pas du JSON, on a du HTML, par contre, on n'a pas une page complète. Donc ça, on ne peut pas ajouter une fonctionnalité qui mène vers une page comme ça. C'est pas possible en termes d'expérience utilisateur, ça passera jamais. Donc là, on a un peu désemparé, hein. J'imagine, si vous venez de rejoindre cette startup, vous allez vous dire, ça avait l'air facile comme tâche, mais finalement, je pense que je vais galérer. Donc vous dites, je vais contacter le développeur, donc je vais appeler Adrien, et je vais lui demander quelques conseils.
Et là, en toute bonté, même si je suis passé à autre chose depuis, je vous aurais dit, en fait, pour savoir si une page doit être rendue de manière complète ou pas, la logique du contrôleur va s'appuyer sur deux paramètres qui s'appellent after et before, ce qu'on voit d'ailleurs dans l'URL ici, after, et derrière il y a de l'hexadécimal. Donc c'est ça qui décide si on affiche une page complète ou pas. Donc là, le conseil que je vous donnerais, c'est de dire, si vous ne voulez pas trop galérer, ajoutez encore un autre paramètre get qui servirait à forcer l'affichage de la page complète, quoi qu'il en soit, d'accord, qui serait une sorte d'override. Et enfin, pour savoir où commencer, je vais vous donner l'indication que cette logique, elle est majoritairement dans un fichier qui s'appelle libuser.js dans les contrôleurs, entre autres. C'est-à-dire que malheureusement, ce ne sera pas hyper centralisé, comme vous allez le voir. Alors, allons voir de plus près à quoi ressemble ce fichier libuser. Okay, donc là, on voit qu'il y a pas mal d'importations. Il y a beaucoup de fonctions fetch, 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 fetch. Il y a du code commenté. Render, fetch, render, fetch, render, fetch and render. Avec des ifs partout. OK. Donc on voit qu'il y a pas mal de taf là-dedans. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le fameux paramètre qui nous a été suggéré, qui s'appelle options.before. Voyons où est-ce qu'il est mentionné. Bon, ça va pas être évident tout ça. On va rester focus sur libuser pour l'instant. Donc si je vais dans libuser, je vois qu'on a déjà un premier if, options after, options before, no page rendering required. Bon là, j'ai été sympa, je vous ai mis un petit commentaire pour dire ce qui se passait. Donc, voyons où est-ce qu'est mentionnée cette fameuse expression. On voit qu'elle est mentionnée déjà à pas mal d'endroits. Donc on sait qu'il va falloir, si on veut ajouter notre feature en l'état, on va galérer parce qu'il va falloir modifier beaucoup d'endroits du code. C'est ça qui va justifier le fait qu'on retape un peu ce code. Pardon. Donc voici pour les pistes. Avant de démarrer quoi que ce soit, petit état des lieux, vous avez vu au moins un fichier qui est très long, les autres ils ne sont pas beaucoup plus courts, donc ça ne va pas être évident à déchiffrer. Le paramètre after, on l'a vu, il est lu à plein d'endroits différents, donc ça ne va pas rendre facile le fait d'ajouter la fonctionnalité. La logique est difficile à lire. On a un enchaînement d'opérations qui est fait maison, vous l'avez vu tout à l'heure sur le slide, avec une fonction qui s'appelait next et qui s'appelait elle-même, et qui dépilait un tableau. Et on a des to-do et du code commenté. Donc tout ça, c'est des pièges qui vont nous empêcher d'avancer efficacement. Sachant qu'en modifiant ce code, on risque de casser la prod, et qu'il faut évidemment prévenir ça, j'ai mis en place ce qu'on appelle des approval tests. Donc c'est des tests qui vont appeler chaque fonctionnalité, donc appeler chaque route HTTP, et vérifier que la réponse à ces routes-là ne changera pas, même après ma modification. Combien de tests j'ai fait? C'est une combinaison, il y en a 120 au total, parce que malheureusement, le périmètre que j'ai choisi, enfin que j'ai besoin de sécuriser, il couvre énormément de features. Dedans, il y a le profil utilisateur, la liste des morceaux qu'on a likés, les subscribers, les profils suivis, etc. Il y a pas mal de features. Ces 120 tests, en fait, ils couvrent 3 utilisateurs, donc un utilisateur 1, un utilisateur 2, et un visiteur non logué, parce que le comportement est un petit peu différent sur la page. On a 2 formats, JSON et HTML, donc il faut couvrir aussi ces 2 formats, quelle que soit la route. Et les routes, elles représentent toutes les features, avec et sans pagination. Parce que comme vous l'avez vu, la page 2, souvent c'est du HTML brut, sans le layout. Donc on se retrouve avec 120 tests. Je vous fais une petite démo de qu'est-ce qui se passe quand on lance les tests. On va le revoir plusieurs fois aujourd'hui. Petite commande npm run, et ça va lancer un serveur Node.js qui contient l'implémentation de cette application, et exécuter nos 120 tests dans la foulée. Donc ça va être notre filet de sauvetage. Tout au long du refactoring, on va exécuter ces tests pour vérifier qu'on n'a rien cassé. Et si jamais on casse, on va revenir en arrière. Bon, c'est parti. Je pense que maintenant qu'on a vu le périmètre ensemble, on va pouvoir commencer à refactorer. Première chose que je recommande de faire, c'est on va réduire notre charge mentale, on va réduire notre charge cognitive en lisant ce code, en enlevant le code qui ne s'exécute plus. Par exemple ici, ce code il a été commenté probablement il y a 5 ans, on peut le supprimer. Là vous voyez qu'il y a des vieux console logs qui ont été commentés, des vieilles boucles, etc. Je ne vais pas tous les faire, sinon on pourrait y passer vraiment longtemps, mais je pense que vous saisissez l'idée. Petit conseil quand on fait une étape comme ça, enfin à chaque étape, pour être sûr qu'on n'a rien cassé, première chose, on exécute nos tests. Donc là, il y a peu de chances qu'on ait cassé quoi que ce soit, mais faisons-le quand même. Et deuxièmement, on va créer un commit git pour marquer le fait qu'on a un nouvel état stable qui est un peu mieux que le précédent.
Donc ici, dans mon commit message, je vais mettre refactor, et je vais dire quelle action on a fait, remove commented code. Et ça permet quoi? Ça permet que si jamais, pendant une étape, on se perd et on casse les tests, on pourra revenir à l'étape précédente. D'accord? Donc maintenant que ça est fait, essayons de faire la modification la plus simple possible pour rendre facile l'ajout de la fonctionnalité. Comme on l'a vu tout à l'heure, la fonctionnalité de charger une nouvelle page dans un onglet, malheureusement, elle ne rend pas une page entière à cause de la présence du paramètre after, le paramètre de pagination. Donc première chose qu'on va tenter de faire, c'est chercher toutes les occurrences de option after et option before. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir... Alors malheureusement, vous allez voir qu'il y a le cas et son contraire. Hein. Il y a aussi not option after et not option before, qui est utilisé aussi à pas mal d'endroits, notamment dans le rendu du flux. Et je vais commencer ici volontairement, parce que c'est le plus proche du template qui va faire ce rendu. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est rendre explicite ce que nous a dit le développeur. C'est-à-dire que option after et before, ici, on les utilise pourquoi? Pour savoir si on a besoin de faire un rendu complet ou pas. D'accord? Donc déjà, on va se rendre service, on va centraliser cette logique et on va la nommer. On va faire ce qu'on appelle une extraction de fonction. Pour faire une extraction, si vous utilisez VS Code, vous faites commande Shift-P, vous avez une palette d'actions qui s'affiche ici, et vous tapez refactor ou remanier, et vous voyez qu'on a une option ici qui s'appelle extraire fonction dans la portée globale. Quand vous faites ça, on vous demande un nom pour la fonction, et là c'est une opportunité pour nous de nommer qu'est-ce qui se passe. Ici, à quoi sert cette condition? Elle sert à décider s'il faut rendre ou pas tout le profil. Alors oui, c'est un nom à rallonge, mais ça a le mérite de dire clairement ce que ça fait. Et quand vous faites ça, vous voyez qu'on a une nouvelle fonction qui a été créée ici, et qui encapsule notre condition. Cette fonction, je vais l'exporter, parce que comme vous l'avez vu, cette condition a été mentionnée à plein d'endroits, et je vais utiliser la fonction partout à la place de la condition. Donc on va l'exporter comme ça. Et maintenant qu'on l'a exporté, on va pouvoir remplacer toutes les occurrences de ce test par un appel à cette fonction. Donc dans mon option de recherche ici, là on se trouve dans le template qui s'appelle feed. Donc je peux déjà préfixer le nom du template. Et je vais dire que donc à la place de cette condition, je vais appeler cette fonction avec le paramètre option qui est nécessaire. Si je fais un remplacement massif, sauf ici, je vérifie que ça ne va pas déremplacer les autres. Non, c'est bon. Vous voyez, une erreur est vite arrivée. Hein. Heureusement qu'on a les tests pour nous rattraper. On va vérifier que tout se passe bien. Et ensuite, on va faire la même chose sur l'opération contraire. Donc celle, la condition qui est positive avec le OU. Vous voyez qu'on a des occurrences aussi. Ah, ça commence bien, on a déjà des petites erreurs. Is not defined. Should render. Alors allons voir où est-ce qu'il est mentionné. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il faut mentionner export ici, probablement. Ah, c'est du vieux JavaScript. Hein. Il n'y avait pas encore import et export à cette époque-là. Réessayons un coup. Autre indice, on peut regarder l'onglet problème aussi qui affiche toutes les erreurs de fonctions non trouvées. Donc là, il n'y a plus rien. Donc je suis plutôt rassuré. Ok, les tests passent, je suis soulagé. Alors je ne me souviens plus si on a remplacé les autres ou pas. On va vérifier ça. Donc la version positive, on ne les a pas encore remplacées. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'opération inverse. On va dire not should render wall page, page comme ça. Et on va faire un remplacement massif aussi. Donc normalement, après ça, on n'a plus de répétition de cette fameuse condition qui était employée partout. Je vérifie encore une fois qu'on n'a rien cassé. Et je peux même commencer à écrire mon message de commit parce que je suis assez confiant. Refactor. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle une extraction. Extract, et là je peux mettre le nom de la fonction. Comme ça, quand on relira notre journal Git, on retrouvera les différentes étapes qu'on a suivies. Et je peux sauvegarder ça dans Git. Super, donc là déjà, en très peu de temps, on a rendu l'ajout de la fonctionnalité beaucoup plus simple, parce qu'il suffira de rajouter une nouvelle condition dans cette fonction pour savoir si le rendu doit être fait de manière complète ou pas. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on se doute bien qu'il va falloir rajouter d'autres features après ça, et on n'a pas vraiment envie de se balader dans ce code-là. Donc on va en profiter pour faire d'autres changements. Moi, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand on s'est baladé dans libuser, on a beaucoup de fonctions qui s'appellent fetch, beaucoup de fonctions qui s'appellent render, et on a une fonction qui s'appelle fetch and render. Moi, celle-là, elle me fait un peu peur. Elle est, alors, c'est pas celle-là.
y a plusieurs fetch and render en plus. Vous voyez, celle-là, elle est quand même assez poilue, assez velue, cette fonction, hein. On a des fonctions à l'intérieur de la fonction. Ici, on a du branching. Et d'ailleurs, on trouve que ce branching, vous allez voir, il a lieu à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un paramètre qui s'appelle playlist ID, on va rediriger le rendu vers un rendu de playlist. Et s'il n'y a pas de playlist ID, on fait un rendu de profil. Cette option, vous allez voir qu'elle est mentionnée pas mal d'endroits dans le code. Donc ce branching, il est répété à plein d'endroits. Et ça rend ce fichier gros parce que du coup, il a deux responsabilités, le profil et la playlist. Donc ce que je recommande qu'on fasse pour réduire la taille de ce fichier, c'est qu'on va extraire ces deux types de rendus. Donc ici, moi, ce que j'aimerais faire à terme, c'est qu'on ait un renderer, on ne sait pas si c'est le profil ou la playlist, et qu'on fasse fetch and render, sans se soucier que ce soit l'un ou l'autre, et qu'on lui passe les mêmes paramètres que d'habitude. Donc j'aimerais remplacer la condition du dessous par ça. Pour pouvoir faire ça, il va falloir en fait créer deux modules qui implémentent les mêmes méthodes, en l'occurrence la même méthode fetch and render. Et bien commençons par la playlist. Je vais récupérer la fonction fetch and render playlist. On va la couper-coller. Pour l'instant, on ne regarde même pas ce qu'il y a dedans, hein. On ne va pas trop se faire peur. Allons-y étape par étape. Et je vais sauvegarder ça dans un fichier qui a un nom assez proche de là où je l'ai extrait, qui est libuser, sauf que je vais rajouter playlist derrière, libuserplaylist.js. On n'oublie pas de l'exporter. Et on regarde s'il lui manque quoi que ce soit. Là, effectivement, on voit qu'il lui manque postmodel. Donc on peut aller venir le récupérer dans les dépendances de cette classe-là. Postmodel, on l'importe ici. Et normalement, il ne devrait plus y avoir de rouge. Très bien. Donc là, on a extrait dans un fichier le fetch and render de la playlist. On peut faire pareil pour le profil. Fetch and render profile, il est ici. Celle-là, elle est encore plus fat que l'autre. On la sort et on l'appelle libuser profile JS. Même principe, on regarde est-ce qu'il lui manque des dépendances pour pouvoir s'exécuter. Alors là, vous voyez qu'il y a du rouge partout, c'est un vrai sapin de Noël si vous regardez à droite. Alors on va essayer une autre tactique cette fois-ci, plutôt que de venir choper à la main les dépendances, on va toutes les appliquer, ou quasiment toutes, et on va supprimer celles qui ne sont pas nécessaires. Je pense que ça ira plus vite. On voit qu'il y a quand même il reste pas mal de warnings, il manque des constantes aussi. Donc on va venir les charger ici. Allez, je vais y aller naïvement, je vais toutes les prendre, couper-coller. Et il va nous manquer également, ici on voit qu'on a un appel de fonction render playlist, qui vient aussi de ce fichier. Alors render playlist, où est-ce qu'il est? Là on voit que fetch activity, il n'est plus utilisé, donc je pense qu'on va en avoir besoin aussi. Profile. Donc on le colle dans le même fichier. Render playlist, la voici la fameuse. Et celles du dessous, je pense qu'elles vont aussi être nécessaires, donc je les coupe et colle dans le nouveau fichier. Est-ce qu'il me reste des warnings et des erreurs? Plus grand chose. Il y a juste config ici qui n'est pas utilisé pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Et c'est plus ici que ça râle, puisqu'on appelle des fonctions qui n'existent pas. C'est normal, en fait, cette condition, on n'en a plus besoin. Par contre, maintenant, il va falloir qu'on définisse renderer, c'est quoi? Donc on va récupérer ça et on va dire, le renderer, si on a un playlist ID, ça va être le playlist renderer. Et si on n'a pas de playlist ID, ça va être le profile renderer. Et il ne nous reste plus qu'à importer ces deux modules. On va les importer ici. Require. On reste dans le même répertoire et le fichier s'appelle libuserplaylist.js. Et on va faire idem pour l'autre, sauf que c'est profile renderer. Libuser profile. Normalement, si je ne me suis pas trompé, on ne devrait plus avoir d'erreur. On a juste des dépendances qui ne sont plus nécessaires puisqu'on a déplacé le code. Donc je vais pouvoir les enlever pour faire un peu de ménage. Et là, c'est le moment de vérité. C'est là qu'on va voir, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai cassé mes différentes fonctionnalités ou pas? Exécutons les tests. Ah, sinon ça serait pas drôle. On a cassé quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a cassé? Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'indices ici. Vous avez une petite idée de qu'est-ce qui a pu casser ici? Et mince. Regardez, le renderer, on l'a défini après avoir appelé fetch and render dessus, c'est probablement ça. J'espère que c'est ça en vrai. Ah, ça suffira pas. Ok. Alors, prenons l'appel à la fonction, fetch and render. Ah, d'accord. En fait, on a oublié de renommer nos fonctions. Souvenez-vous, elles s'appelaient fetch and render playlist et fetch and render profile. Donc au moment où il essaye de les appeler, il ne les trouve pas. Donc il va falloir que je les renomme ici. Elle est où ma fetch and render? Et en plus, il faut que je l'exporte. Autre oubli de ma part. Égal function. Et on va faire pareil pour l'autre. Normalement, ça devrait aller un peu mieux. Là, on va en profiter pour faire un peu de ménage. Ok, donc là, il n'y a même plus de problème ici indiqué. On croise les doigts pour que cette fois-ci, ça passe. Ah, je le sens bien, là. Ouf, ça y est, on s'en est sorti. Cette étape, elle était un petit peu plus risquée que les autres. On a fait beaucoup de changements en un. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette étape? On a fait toujours du refactor. Et cette fois-ci, on a split, donc on a découpé le rendu. Donc on a découpé fetch and render, en fait. Into two files. Donc ça a permis de réduire la taille de libuser et d'avoir des modules un peu plus petits qui ne récupèrent que les dépendances dont ils ont besoin. Donc voilà une bonne chose de faite. Maintenant qu'on a fait ça, retournons dans notre fetch and render principal. Fetch and render. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Donc moi, je ne sais pas pour vous, je suis assez satisfait de ce qu'on a ici. Bon, sauf du code commenté ici qu'on ne veut plus voir. On a ici une fonction, là. C'est même pas une fonction, c'est du code qui remplit une option qui s'appelle fetchParams. FetchParams, je vous épargne la recherche. En fait, ça sert à transmettre des paramètres aux requêtes qui sont faites contre MongoDB pour aller récupérer la pagination. Donc en fait, là, on est juste en train de populer la pagination. Vous voyez, tout ce code-là, il sert à ça. Alors moi, je le sais parce que c'est moi qui ai écrit ce code il y a longtemps. Vous, quand vous arrivez sur la codebase, c'est pas évident de décoder ça. Je vais vous rendre la tâche facile. On va faire pareil que tout à l'heure, on va extraire ce code. Refactor, extraire dans la portée globale, et on va dire populate pagination parameters. Peut-être que c'est un peu vague, mais c'est déjà un peu moins relou à lire que tout à l'heure, donc on y gagne. Comme d'habitude, je vérifie que j'ai rien cassé. C'est peu probable puisque les opérations de remaniement de code proposées par VS Code marchent assez bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles marchent. Donc ça devrait bien se passer. Et on dirait que oui. Donc je vais directement faire un petit commit ici, hein, parce qu'on va faire des plus petites étapes maintenant. Donc refactor, extract, populate. Je commit ça. Donc là, on commence à s'approcher de quelque chose d'à peu près lisible, sauf, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Var process égale, ça dépend du cas. Des fois, on appelle callback, des fois, on appelle une fonction qui prend des postes en paramètres et qui, selon playlist ID ou pas, va pas faire la même chose. Et là, on se retrouve avec un template qui, encore une fois, va être branché soit l'un, soit l'autre. Donc c'est pas foufou tout ça. Ben, on pourrait s'inspirer de ce qu'on a fait tout à l'heure et découper cette logique en deux et dire qu'on va appeler sur notre renderer un prépare template avec les options. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça et que tout ce code-là disparaisse. Parce que ce n'est pas la responsabilité du contrôleur principal que de faire ce branching. Et bien, même principe que tout à l'heure, hein, on va s'inspirer de ce qu'on a fait, on va extraire ça et on va le déplacer dans les deux fichiers. Donc on a dit que c'était prepare template function qui prend des options et qui va, dans le cas du user profile, passer le profile template. Ne vous inquiétez pas s'il ne trouve pas assez petit pour l'instant, on va y remédier. Et la deuxième, je vais faire un peu de copier-coller pour m'économiser un peu de temps. Elle fait la même chose, sauf que ici on est dans playlist, donc on va lui transmettre la playlist. Donc là ça râle parce qu'il ne sait pas ce que c'est playlist template, c'est normal. On ne l'a pas encore décalé depuis ce fichier, donc on va venir récupérer nos templates ici, et on va les coller dans les deux fichiers. Alors là, on est dans Profile, donc on va juste garder le Profile template. Et là, on est dans Playlist, donc on va juste garder le Playlist template.
Et normalement, il n'y a plus de problème. Je vérifie que mes tests passent. Fetch and render, c'est où qu'on l'a appelé notre fonction? C'est ici. Okay. Donc on a extrait prepare template. Donc je fais un petit commit, refactor, extract, prepare template. On est content, nos tests passent, on n'a toujours pas pété la prod, donc c'est super. Et petit à petit, notre code devient de plus en plus lisible. Ici, je vois que dans le cas, dans le cas d'une playlist, on vient aussi populer ou peupler une propriété qui s'appelle page image. Encore une fois, peu importe le sens de cette instruction, je sais juste que ça doit s'exécuter que dans le cas de la playlist, donc je déplace le code dans le fichier de la playlist. Donc c'est à peu près la même chose. Ici, je vois qu'il y a aussi une dépendance vers config, donc on va venir la récupérer. Parmi les dépendances, on vient le charger. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a amélioré notre logique? Je pense que ça commence à être pas mal. J'en profite pour virer ce code commenté là, qui me pique les yeux. Ça commence à être pas mal. On voit que la fonction, elle a pris une belle cure d'investissement ici. Est-ce que ça passe toujours les tests? Pendant ce temps-là, je prépare mon message de commit. Move, c'était, je sais même plus comment ça s'appelait ce truc. Page image population. Ok, nos tests passent, donc on est content. Alors, qu'est-ce qui nous reste de pénible dans cette fonction? Moi, ce qui me pique les yeux, c'est déjà une fonction qui s'appelle process. C'est un peu vague. Et il y a un deuxième truc qui me pique les yeux, c'est que quand on appelle fetch and render, ici, je ne sais pas si vous êtes familier avec JavaScript, mais quand on employait encore à l'époque des callbacks, les fonctions de callback en paramètres, généralement on passe un seul callback et c'est le dernier paramètre de la fonction. Ici, on a une fonction callback et on a une fonction process qui parfois appelle callback. Donc c'est pas génial. Moi, ce que j'aimerais faire ici, c'est qu'il y ait une seule fonction de callback et que ce code-là se retrouve juste en dessous de l'appel pour pas qu'on ait besoin de se balader de haut en bas. Donc première chose, rendons explicite qu'est-ce qui se passe avec callback et process. Pour ça, il faut aller voir l'implémentation, malheureusement, de nos fameux fetch and render. Commençons par playlist, parce que je crois qu'elle est plus simple. Allons voir fetch and render. Qu'est-ce qu'elle fait? Callback. Alors regardez, déjà, il y a un to-do. Remove process, use callback only. D'accord? L'intention y était, j'ai jamais pris le temps de le faire. Allons voir comment callback est utilisé. Callback, mais this playlist does not exist. Donc c'est une sorte de message d'erreur, et c'est tout. Donc callback, il est utilisé que pour ça. Ok. Allons voir maintenant dans le lib user profile. Callback, là vous voyez qu'il est grisé, donc il n'est même pas utilisé dans celui-là. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Callback, il est utilisé que pour les erreurs. Maintenant, allons voir qu'est-ce que fait process. Process, on recherche les occurrences, et on voit qu'ici, il est passé en paramètre d'une fonction qui va récupérer des postes. Donc ici, je rends explicite quelque chose qui ne l'est pas, c'est que la fonction fetchPlaylistPost, en vrai, elle va vous rendre des postes et elle va les transmettre à la fonction process. Voilà ce qui se passe ici. D'accord? Et il va se passer à peu près la même chose, vous allez le voir dans libUserProfile. C'est-à-dire que ici, si on cherche les références à process, bah là, il lui passe des postes aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aimerait, nous? On sait qu'aujourd'hui, soit ça appelle callback avec un message d'erreur, et dans ce cas-là, on appelle le callback parent avec ce message d'erreur. Voilà ce qui se passe. Et dans le cas où on appelle process, en fait, on va avoir une liste de postes, et on va appeler la fonction process avec ses postes. Donc voilà grosso modo ce qui se passe quand on fait cet appel de fonction. Première chose que je vais vouloir faire, c'est inliner, c'est-à-dire que cette fonction process, plutôt que de faire l'ascenseur dans le code, on va prendre ce code-là et on va le mettre dans une vraie fonction au moment de l'appel. Donc ici, on va dire que quand j'ai des postes, j'exécute ce code. Donc c'est soit, alors je vais faire un vrai if, hein, parce que la ternaire, elle pique un peu les yeux. Donc soit on a ce truc-là qui je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peu importe, et c'est un early exit, donc on return avec les postes. Sinon, on exécute ce code-là. Normalement, c'est ça qui se passe dans cette fonction. Je vérifie que mes suppositions sont correctes. Je croise toujours un peu les doigts quand je lance ces tests. C'est bon, on est bien.
Donc ça veut dire que mes suppositions étaient correctes. Donc maintenant, l'objectif, c'est qu'on n'ait plus qu'une seule fonction. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va respecter le standard JavaScript, on va dire, il n'y aura qu'un seul callback, et il va avoir comme paramètre, premier paramètre erreur, deuxième paramètre post. Et du coup, pour gérer le cas d'erreur, on va dire, s'il y a une erreur, on va return callback erreur. Parce que là, on veut quand même, au point de vue fonctionnel, au point de vue comportemental, on veut garder exactement la même chose. Alors maintenant, par contre, là, si j'exécute les tests, ça ne passera plus, parce que mes implémentations, elles prennent toujours deux fonctions. Donc maintenant, il va falloir retaper ça. Donc ici, je veux que process disparaisse, c'est ça l'objectif. Donc on va remplacer toutes les occurrences de process par des appels à callback. Dans playlist, c'est facile, il n'y en a qu'un seul. Donc ici, on a le cas où on retourne des posts et on va dire qu'il n'y a pas d'erreur, parce que le premier paramètre, désormais, c'est une erreur. Pas d'erreur. Et normalement, c'est tout ce qu'on a à faire pour celui-là. Pour libUserProfile, vous souvenez-vous, ce fichier était un peu plus gros, et cette fonction était un peu plus grosse. Donc on va avoir un peu plus de boulot. Désolé, ça va aller un peu vite. Donc là, je l'ai bien remplacé là-bas, le process par un callback. J'ai oublié. Donc là, il va falloir non seulement remplacer le nom de fonction, process vers callback, mais en plus rajouter à chaque fois le paramètre null. Je cherche l'occurrence suivante. Donc ici, comme d'habitude, je rends explicite qu'est-ce qui est retourné à cette fonction, et je vais appeler callback avec null et ma liste de posts. Prochaine occurrence, même principe. Prochaine occurrence, même principe. Prochaine occurrence. Alors après, je suis sûr que parmi vous, il y a des experts qui peuvent construire des petites macros pour aller très très vite. Je ne maîtrise pas encore cet aspect de VS Code. Donc là, je rends explicite aussi, callback, nul, post. Et je crois qu'on a fait le tour. Croisons les doigts. Vous pouvez déjà faire les paris dans votre tête, est-ce que ça passe ou pas? Je pense que j'ai pas mal bossé. Cool. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, notre fonction fetch and render, elle commence à être un peu mieux. D'accord? Elle fait de moins en moins de lignes. On retrouve une certaine linéarité. On voit qu'on initialise un renderer une bonne fois pour toutes. Et on gère nos différents cas. Même si c'est quand même pas très catholique ce qu'on fait ici. Là, on fait un callback qui parfois contient une erreur, parfois contient des posts. Voilà, on a un périmètre qui est restreint. On reste dans ce périmètre pour l'instant. Moi, je suis déjà satisfait. C'est un peu mieux que ce qu'on avait avant. Donc refactor, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a inline process and standardize callback. Et je commit ça. Bon, ben là, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, ce fetch and render, il est appelé par qui? Il est appelé... Ah! Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Le fameux premier slide, qui ressemble à du Lisp. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un tableau FCTS qui contient des noms de fonctions, qui parfois contient des fonctions en plus, et ensuite une fonction next qui s'appelle elle-même, avec parfois des restes, parfois des options. Ok, c'est pas très lisible là. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quelle data passe dans quelle fonction. C'est compliqué. On a même des appels de fonctions qui ont été commentés. Donc première chose, on va s'enlever de la charge cognitive ici, faire un peu de ménage, ça fait pas de mal. Ouais, ça on peut l'enlever aussi. Donc ouais, mon objectif ici, ça va être de faire disparaître cette immondice, d'accord? Ça c'est vraiment un anti-pattern, on n'est pas censé enchaîner des fonctions comme ça. Depuis peut-être 3 ans ou 4 ans, on a un mot-clé qui s'appelle await en JavaScript et qui permet de rendre très explicite le fait qu'une fonction asynchrone s'exécute après l'appel d'une précédente. Donc je propose qu'ici, plutôt que de faire cet artifice, on fasse du await. Histoire de ne pas tout casser, prenons ce bloc if là, donc on va commencer vraiment par un endroit qui est très ciblé, et je propose qu'on sorte la première fonction. Pour commencer, pour mettre le doigt de pied dans l'eau, et essayons naïvement. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est appeler fetchPlaylist et attendre qu'il ait fini avant qu'on appelle les autres. FetchPlaylist, il a besoin de quoi? Il a besoin de options et il a besoin d'un callback. Ah, mais j'ai pas envie de me coltiner des callbacks. Donc je vais faire une promesse. Et cette promesse, il faut lui passer une fonction qui prend une fonction resolve, et on peut utiliser cette fonction resolve en guise de callback ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je veux que la séquentialité soit respectée, donc je vais faire un await. Pour avoir le droit d'utiliser await, il faut que ma fonction mère soit async. Donc je viens rajouter le mot-clé ici. Et là, si je n'ai pas fait de bêtises,
Ah, attendez, ça râle un petit peu là. Voilà. Normalement, on est bon. Est-ce que j'ai cassé quelque chose? On va vite le savoir. J'ai l'impression que c'est OK. Du coup, moi je préfère cette méthode-là parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire pareil avec les autres appels de fonction. Donc je peux dupliquer ce bloc et dire bah, le fetch stat, je le sors, le fetch likes, je le sors, et fetch. Et le fetch metrack, je le sors aussi. Et là du coup, on va de moins en moins avoir besoin de cet artifice de tableau FCTS puisqu'on fait nos appels séquentiellement et on a rendu explicite le fait qu'on passe les options en paramètres de chacune de ces fonctions. On voit que ça passe toujours. Bon, je suis quand même quelqu'un de prudent, donc je vais quand même faire un commit intermédiaire, refactor, et je vais marquer explicit sequence of calls. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça permet de remplacer ça. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir enlever cette fameuse fonction next? Il faut faire pareil pour fetch and render response. D'accord? Sauf que, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, ces fonctions, elles doivent s'exécuter en dernier. Donc je vais le faire en dessous de ce qu'on vient de créer. Donc appelons fetch and render. De quoi a-t-il besoin ce fetch and render? Il a besoin des options, comme d'habitude, et il avait besoin d'un callback. Pareil, même astuce que tout à l'heure, on va appeler resolve, et on va créer await new promise resolve de ça. Et ensuite, il nous reste à appeler render response. Et lui, il n'a pas besoin d'option, c'est l'exception, hein, c'est à cause de ça, de lui qu'on avait un ou dans la fonction next. Lui, il a besoin d'un feed. Alors un feed, on peut imaginer que si la fonction s'appelle fetch and render, peut-être que c'est lui qui nous rend le feed. De toute façon, les tests nous diront si on avait raison ou pas. Donc naïvement, j'ai envie de faire ça. Et si mon approche est correcte, je peux supprimer ça, le tableau FCTS, et je peux supprimer ça. Enfin. On essaye un coup les tests pour voir si ça marche. Et ça passe. Donc là, on commence vraiment à s'approcher, merci. On commence vraiment à s'approcher de quelque chose où on comprend un peu mieux ce qui se passe maintenant. Hein. On fetch A, on fetch B, on fait un render, etc. Ça commence à être un peu plus clair. Donc là, je vais l'appeler explicit sequence of calls 2 sur 2. Parce que je suis feignant, je réutilise les messages de commit. Alors, si on monte un petit peu, c'est quoi ça? Render response, une fonction dans une fonction. Alors, ce qui est bien avec JavaScript, c'est qu'il y a plein de choses qui sont permises, mais c'est aussi ce qui est mal avec JavaScript. Donc ça, je vais le sortir. Ça nuit à la lisibilité de la fonction mère, donc je vais le sortir d'ici, je vais le mettre juste au-dessus, parce qu'il faut quand même rester proche. Alors évidemment, ça devient un sapin de Noël. De quoi a besoin cette fonction? Elle a besoin d'options. Donc là, au fur et à mesure, les erreurs vont disparaître. Elle a besoin d'un truc qui s'appelle lib, quoi que cela puisse être, et elle a besoin d'un truc qui s'appelle user. Pas de problème. Donc au moment de l'appel, il va falloir aussi évidemment passer ces paramètres. Les paramètres, on va les passer au moment de l'appel à render response ici. Vérifions que je n'ai rien cassé. J'en profite pour écrire mon commit message qui est move out render response. Et ça passe. Donc je commit. Donc notre fonction là, elle commence à s'affiner, donc c'est très bien. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps, donc on va aller même un poil plus loin. Moi je sais pas pour vous, mais je trouve ça bizarre qu'on fasse appel à des fonctions fetch et qu'on n'ait pas de retour à ces fonctions. C'est-à-dire qu'on récupère des trucs, mais où est-ce que ça arrive? Aucune idée. Allons voir ce qui se passe de plus près. Fetch playlist. Ok, ça appelle une autre fonction fetch playlist depuis un modèle, et ça vient modifier le paramètre. Ça, c'est un code smell. Il faut pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de modifier directement le option qui est passé en paramètre, on va sortir cette affectation au moment de l'appel. Donc ici, je vais appeler callback avec les fameuses playlists que j'étais censé récupérer. Et c'est au moment de l'appel à fetch playlist que je vais venir récupérer ah non, il ne faut pas faire const parce qu'il existe déjà, que je vais récupérer cette propriété. Testons pour voir si j'ai pas fait n'importe quoi. On dirait qu'on est bon. Donc on pourrait tenter de dire, faisons pareil. Alors le principe va être les mêmes, donc je ne vais pas le répéter pour tous. Par contre, moi, il y a encore un truc qui me pique les yeux, du coup, c'est que partout, là, on met new promise, new promise, new promise. C'est un peu redondant, d'accord? C'est un peu du bruit dans le code. Donc, j'aimerais bien sortir
cette logique de promesse là, de manière à ce qu'on puisse faire juste ça. Et du coup, il n'y a plus de resolve. C'est quand même un peu plus facile à lire. Donc allons en fetchPlaylist et on va décaler cette responsabilité au sein même de la fonction. On va lui dire, bah, tu vas me retourner une promesse qui, au lieu d'appeler callback, ça va appeler resolve avec les playlists. Et du coup, cette fonction n'a plus besoin de callback. Donc là, on fait du JavaScript un peu plus moderne. Un peu plus, hein. Je n'ai pas dit que c'était encore du moderne, hein. Il y a du boulot, mais il faut bien commencer quelque part. Donc maintenant, on a un appel qui est plus propre. Je refais un npm run pour vérifier que les tests passent toujours. Et ça m'a l'air de passer toujours. Donc on pourrait faire le même procédé avec les autres fonctions. Je ne vais pas le faire parce que ça n'apporterait pas beaucoup de valeur, je pense que vous avez compris le principe. Donc on va quand même faire notre commit message qui dit refactor, et on a fait quoi là? On a move promise creation into fetcher. Bon, on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Personnellement, je suis assez satisfait de m'arrêter à ce stade-là. Pourquoi? On a rendu plus facile l'ajout de la fonctionnalité, ça on l'a fait au tout début. Et en plus, on a amélioré la lisibilité de ce fichier, ou au moins de la partie qui sert à récupérer les informations et lancer le rendu. Donc c'est déjà un très bon départ, et surtout on n'a pas pété la prod, puisque les tests continuent de passer. Donc on reste ISO fonctionnel. Donc je propose qu'on s'arrête là, et qu'on contemple l'avancement qu'on a fait. Souvenez-vous, ce petit bout de fonction, hein, parce que la fonction était gigantesque, avec une logique fait maison d'itération sur des appels de fonction, qui est devenue ça. À terme, si on avait été au bout, ça ressemblerait à ça. Et là, tout est explicite. On sait quelle fonction on appelle, on sait dans quel ordre on les appelle, et on sait quelles propriétés vont être mutées suite à ces appels. Donc c'est quand même un peu plus agréable de travailler dans une codebase comme ça. Donc résultat de ce refacto, on a déplacé le code de rendu, et surtout on l'a centralisé, de manière qu'il y a à un seul endroit qu'on ait besoin de faire la modification pour implémenter la fonctionnalité demandée. Ça déjà c'est bien pour pouvoir ajouter cette fonctionnalité. Deuxième, on a séparé les responsabilités. Donc partout où on a vu des blocs conditionnels qui s'appuyaient sur playlist ID, on a appliqué le pattern qui s'appelle stratégie, qui consiste à dire bah, on a la même logique dans deux cas différents, on sort ces deux logiques dans des fichiers séparés, et ça sera routé une fois pour toutes vers l'un ou vers l'autre. En termes de séquentialité, on l'a rendu plus explicite en enlevant une fonction faite maison qui servait à itérer sur des appels de fonctions. On a utilisé await, qui est un mot-clé un peu plus moderne. On a enlevé du code commenté, et on s'est débarrassé de deux to-do. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de choses à faire pour le prochain développeur qui passera là. On a réduit un peu la taille de nos fichiers, ce qui est toujours aussi une bonne nouvelle, ça réduit la charge cognitive. Et surtout, on n'a pas causé de régression fonctionnelle, c'est-à-dire que nos tests passent toujours, on n'a pas pété la prod. Et ça, c'est hyper important. Alors, quelques conseils, parce que peut-être que ça vous arrive ou ça vous arrivera de rejoindre une codebase legacy. Je ne l'ai pas écrit ici, mais première chose, ne jugez pas. Moi, quand j'ai écrit ce code, j'étais très fier de moi. Il m'a fallu 10 ans pour me dire, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai codé un truc pareil, d'accord? Ça peut arriver à tout le monde. On apprend en permanence et c'est normal de passer par là. Et donc, il ne faut pas critiquer les autres pour l'avoir fait. Pour revenir aux conseils qui sont écrits ici, première chose importante, il faut définir un périmètre. Et idéalement, ce périmètre doit s'appuyer sur un endroit où vous voulez apporter de la valeur. D'accord? Donc si vous savez qu'il y a une fonctionnalité qui va être ajoutée dans un périmètre donné, commencez par sécuriser ce périmètre avec des tests, donc approval test ou autre, pour garantir que vous ne faites pas de régression fonctionnelle sur ce périmètre. Quand vous avez fait ça, avant de commencer tout de suite à refacto, je vous conseille d'aller observer à quoi ressemble le code et voir les différents pièges qu'il y a dans ce code, pour savoir à quel type de code vous vous frottez. Faites une cartographie. Je ne l'ai pas montré dans cette démonstration, mais pour faire ce talk et pour faire ce cheminement de refacto, il m'a fallu 6 itérations, où à chaque fois je suis reparti de zéro. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais beaucoup trop loin dans une direction qui allait me prendre 10 fois trop de temps. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter à itérer. Et celle qui m'a aidé à aller dans cette direction-là, dans cette approche-là, ça a été de faire un diagramme de séquence sur lequel j'affichais quelle fonction appelait quelle fonction. Ça m'a vraiment aidé à trouver cette approche-là qui s'avère être l'approche gagnante. Donc prenez le temps de faire ça. Une fois que vous commencez à refactorer, commencez par enlever le code mort, tout ce qui est code commenté, etc. Il faut vraiment se décharger d'un maximum de charge cognitive. C'est déjà assez difficile comme ça. Moins il y a de code, mieux c'est. Enfin, commencez par rendre facile l'ajout de la prochaine fonctionnalité. Parce que c'est ça votre objectif principal en vrai, hein, c'est d'ajouter la fonctionnalité. Et s'il vous reste du temps, là vous pouvez vous amuser à améliorer le code progressivement, mais surtout en faisant une étape à la fois.
Si vous faites dans le même commit de la suppression de code et de l'extraction et du renommage et du machin, vous risquez de vous perdre et les tests vont pas passer et vous saurez pas pourquoi ils ne passent plus. Donc allez-y vraiment étape par étape. Il y a quelques références ici que je ne vais pas énumérer. Vous aurez un QR code sur la slide d'après qui vous permet de les récupérer si ça vous intéresse. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et votre bienveillance. Je remercie aussi tous mes amis Shodouers. Et si jamais vous êtes curieux sur le modèle Shodo qui aime beaucoup la transparence, sachez qu'on ouvre des locaux à Nantes, on ouvre Shodo à Nantes. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler, à moi ou au reste de mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien pour cette conférence. On va passer aux questions maintenant. Alors la manière dont ça va se passer, c'est que vous allez énoncer votre question. On est suffisamment regroupés pour pouvoir entendre la question ici. Mais ensuite, je répéterai la question pour que tout le monde puisse la voir au micro. Oui, au fond. Petite question comme ça. Les tests, tu les avais écrits avant? Enfin, c'était du code legacy aussi? Alors la question est, petite question avant, est-ce que les tests étaient déjà écrits, le code aussi ou non? Alors originalement, quand j'ai écrit ce code, il n'y avait 0 test, tout était fait manuellement. C'est quand le projet, quand j'ai rendu le projet open source, que je me suis rendu compte que c'était hyper important d'avoir des tests, notamment si je voulais attirer des contributeurs. Donc j'ai commencé à écrire des tests et j'ai rajouté une deuxième couche de tests spécialement pour ce talk, puisque je voulais couvrir le périmètre avec des approval tests. Voilà. Oui. Ah. Alors combien de temps est-ce que ça a pris pour faire ce refactoring et comment expliquer à la personne justement qui demandait tout ça que c'est pris autant de temps? Alors en vrai, ce refactoring, j'ai dû passer peut-être 6 jours pour arriver à ce que je vous ai présenté là en quelques minutes. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Après voilà, dans un contexte d'entreprise, comment convaincre la direction ou le manager d'accorder du temps? C'est jamais très simple. Il faut vraiment trouver qu'est-ce qui drive le manager ou la direction. Quelques pistes intéressantes, commencer à mesurer le temps qu'on passe à corriger les bugs versus le temps qu'on passe à ajouter des fonctionnalités. Si le temps de bug est élevé, c'est que potentiellement il y a des codes smell ou il y a des problèmes de dette technique qui vaudraient le coup d'être résolus, parce que ça permettrait d'aller plus vite sur les fonctionnalités. Deuxième chose, il est probable que le product owner ou le manager se rende compte que les estimations sont complètement fausses en permanence. Et pourquoi elles sont fausses? Parce que le développeur, quand il va commencer à faire sa feature, il va se rendre compte qu'il y a des pièges qu'il n'avait pas prévus dans le code. Et je pense que ça doit l'hériter. Et donc, un argument, ça peut être, pour soulager le product owner ou le manager, de lui dire, pour améliorer les estimations, j'ai besoin de rendre le code plus prévisible, et donc qu'on m'accorde du temps pour nettoyer ce code. Et plus on attend, plus ça va être l'enfer. Plus ça va causer de bugs, et plus ça va mettre du temps d'ajouter des fonctionnalités. Donc il vaut mieux le faire le plus tôt possible, sans forcément y accorder plusieurs mois d'affilée et faire que ça. C'est quelque chose qu'on peut faire vraiment progressivement, en s'accordant peut-être une demi-journée ou une journée par semaine. C'est déjà bien. Oui. Concrètement, tu nous montres plein de choses manuellement au cours de cette conférence, mais est-ce que tu as eu ou est-ce qu'il existe des outils qui permettraient de faciliter ce procédé? Alors pour le refactoring en lui-même, je sais qu'il en existe dans d'autres langages, notamment en Java. En JavaScript, je pense pas, enfin j'en ai pas vu pour l'instant. Par contre, il existe des outils qui aident à identifier où se trouve la dette technique. Alors je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître SonarCube, qui est un moyen déjà de détecter la dette technique et les code smells. C'est déjà un bon point de départ. Et sinon, parmi les références que je vous ai listées sur le QR code, il y a un outil aussi codé par Simon Renou qui sert à détecter quels sont les fichiers qui sont les plus fréquemment modifiés et quels sont les fichiers qui sont les plus gros, et calculer un score par rapport à ça, parce que généralement c'est là qu'il y a des nœuds en fait. Donc oui, il existe des outils qui aident à identifier où se trouve le plus gros de la dette technique et donc savoir par où commencer. Après, pour refactorer, malheureusement, je ne connais pas d'outils qui fassent ça automatiquement. Par contre, on est aidé par des outils comme on l'a vu là. L'IDE nous permet de faire l'extraction de manière un peu plus safe que si on l'avait fait à la main. Et ça, c'est déjà pas mal. Par exemple, pour détecter tout ce qui est duplication de code.
Et est-ce que mes tests sont efficaces? Alors, duplication du code, c'est facile. C'est la même réponse que tout à l'heure. SonarCube le fait très bien. Il y a plein d'autres outils qui le font. Mais SonarCube est multilangage. Par contre, pour détecter... je me souviens plus, c'était quoi le deuxième élément? Est-ce que les tests sont efficaces? Ah, ça c'est une question qui est beaucoup plus difficile à analyser. Et d'ailleurs, c'est un piège de SonarCube. Quand vous cherchez à avoir un maximum de couverture, ça vous donne l'impression que vous êtes protégé. Mais si les tests ne testent pas les bonnes choses, c'est une couverture qui ne sert pas à grand-chose. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de manière fiable de mesurer ça, à part de voir des gens qui ont un peu d'expérience et qui arrivent à voir si le test a de la valeur ou pas. Des outils ont été suggérés, voilà, pour voir comment vous aider. Le mutation testing, je crois que j'ai entendu. Hein. Mutation testing, c'était bien ça. Bon, et voilà. Top. Eh bien, en 50 minutes, vous avez appris comment passer d'archéologue à restaurateur grâce à Adrien. Et donc, rien que pour ça, un tonnerre d'applaudissements pour Adrien Joly. Merci. Merci.